Elle voudrait tout lui dire, lui raconter le garçon qu'elle a sucé dans un appartement avec de lourds rideaux, qu'elle ne rit plus, les chiens qui aboient, les raviolis qui explosaient dans sa bouche au dragon d'or, la solitude et les messages sur son téléphone, le petit appartement vide à Paris, le jean qui arrose, le soleil qui perce à travers les stores, sa peau qui dort au soleil, les articles qu'elle écrit pour faire exister les autres parce qu'elle n'est plus rien, les interviews qu'elle mène dans des cafés de bois et de béton ciré, les questions qu'elle pose, le goût du chocolat chaud de l'enfance, la photo qui n'a jamais été prise mais qu'elle cherche. Lui raconter qu'elle ne saurait pas comment enlever les fils qui lui cousent les jambes, lui raconter la nuit, retrouver la nuit, la statuette du Ganès sur l'étagère avec la lune qui filtre par la fenêtre, mais accentuer, pour qu'il y croie, qu'il n'y ait aucun doute, qu'il ne lui demande pas comment elle était habillée ni ce qu'elle avait bu. Mentir, pour dire pire, pour qu'il la console, pour qu'il comprenne comment l'enthousiasme est parti une nuit, alors que la mer fouettait la digue, aggraver, dire plus, grossir, prendre une loupe et appuyer dessus, pas pour tordre le vrai, non, pour qu'on écoute, enfin, pour qu'elle n'ait pas besoin de sucer pour qu'on l'écoute, pour qu'on s'asseye et qu'on l'écoute, pour que les chiens se taisent. Mais alors, si on grossit, c'est peut-être pas si grave. Sans agrandissement, sans loupe ni rien, on ne l'écoute pas. On questionne, on malmène, on efface. Il faudrait sortir la photo du souvenir, ce qu'elle cherche, en format poster, la placarder au mur à côté de la tête de biche. Il écoute, mais ne dit rien. Il ne comprend sûrement pas de quoi il retourne puisqu'elle n'explique rien. Elle divague seule, à voix haute, dans le grand lit, grand parental, même s'il est à côté d'elle, seule à jamais, dans sa couenne dure, solide, austère comme la maison en pierre, à jamais seule, même lorsqu'elle fait l'amour, même lorsqu'elle reproduit ce qu'elle a vu faire dans des films, puisqu'elle ne saurait faire autrement, puisqu'elle n'a jamais inventé sa manière à elle de faire, puisque toutes ces images sont imprimées sur la rétine, sur son cerveau, un désir qu'elle n'a pas su modeler, à jamais seule, dans l'impossibilité de rencontrer l'autre, malgré le sexe qu'ils viennent de faire dans le lit grand parental, sans échanger une parole, en poussant des cris, des bruits qui font plus ou moins faux. Lui plantant un baiser sur ses lèvres, la couchant sur le lit, la retournant sur le ventre, baissant son jean, introduisant ses doigts dans sa culotte, en lui caressant les cheveux qu'elle a dénoués, avant de lui claquer les fesses avec vigueur, une extrême vigueur, pam, pam, pam. Et elle serrant fort l'oreiller, le mordant même de toutes ses dents, souhaitant que les claques se poursuivent et s'arrêtent. Lui, déboutonnant son jean pour sortir sa queue et l'introduire dans son vagin à elle, en la prenant par le ventre pour la redresser, et qu'elle ne soit plus à plat ventre, mais à quatre pattes, lui claquant les fesses, pam, 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 tout en effectuant des va-et-vient en elle, et en râlant un peu, la sueur coulant sur le ventre, gros, et jusque dans les doigts qu'il colle bientôt à ses fesses, les tenant fermement en disant « Ah putain, ton cul !» lui touchant même l'anus, n'osant y introduire un doigt, non pas encore, ce serait trop intime, trop grossier, trop direct, se dit-il certainement, alors qu'elle en meurt d'envie, mais n'ose rien dire. Non, ce serait trop salope. Elle aimerait dire qu'elle l'aime bien, lui, parce qu'il y a une petite dentelle qui flotte
dans l'air entre eux. Comme elle ne l'a pas senti depuis longtemps, la petite dentelle. Elle se sent bien avec lui. Comme un mur à côté de son mur à elle. Ça ressemble à quelque chose d'autre que du faux et de la glu, quoi. On dirait presque qu'elle pourrait tout lui dire. La vérité, la plus vraie. Celle qui n'existe pas, mais qu'elle sent vrombir dans ses mollets. On ne peut parler qu'à un inconnu. C'est sûrement tout ce qui se passe, pouvoir parler, puisqu'en face, il y a quelqu'un qui ne sait rien. Elle est enfin neuve, elle regarde son gros ventre à lui se soulever au rythme de sa respiration sifflante, celle d'un fumeur. Elle aimerait que tout soit aussi parfait que dans les contes de fées qu'on lui lisait, enfant, l'amour. Un prince, une princesse, fusion des âmes et des corps, perfection du double réuni, la boule. Elle ferme les yeux, elle parle. Les corps emboîtés lui servent à parler, les corps inconnus, nus, ensemble, séparés mais ensemble, lui servent à parler, dégager la parole comme l'alcool. Elle parle et elle boit, lourd, râpeux, c'est bon. Elle boit et elle parle pour évacuer, dire ce qu'on ne peut pas dire, chercher les mots, leur courir après, les attraper, les éventrer. Et il y a lui, l'interlocuteur, mais il n'était pas là peut-être, qu'elle parle quand même. Elle forme les mots, elle parle dans sa tête, ça cavale, ça s'enchaîne, il faut dégager. Lui, il fume une cigarette, il tire dessus très fort en faisant un drôle de bruit. Comme dans un film, comme un homme nu tirerait sur sa cigarette dans un film. Il fume, on ne sait pas s'il écoute, mais elle parle. Elle dit qu'elle a toujours eu peur du puits, des enfants enfermés dans le puits, des enfants qu'on aurait enfermés dans le puits. Elle saccage les histoires, les mots, la vérité. Elle imagine, elle tord, resserre, ratatine, déréalise. Le sens s'échappe, mais elle poursuit. Chez elle, le sens est ailleurs. Les enfants dans le puits dans la maison, cette maison dans laquelle il se trouve. Elle en a fait des cauchemars d'imaginer des enfants enfermés dans ce puits. Il ne dit rien, il fume et regarde le plafond, nu sur le dos. Il a l'air ailleurs, il a l'air apaisé. Dans la maison, la tante folle, la tête dans le four, elle a mis la tête dans le four. Elle était folle comme une femme est folle. Comme toutes les femmes sont folles, nous sommes folles. Elle n'avait pas de vie, cette femme folle. Enfin, c'est quoi avoir une vie, mais elle n'avait pas vraiment. C'était un fantôme. Elle était entretenue par le grand-père. Elle flirtait dans les bars. On la retrouvait dans les forêts, à cueillir de la mousse et des champignons, en roucoulant. Ouais, elle avait cette particularité de roucouler. C'était ni un chant, ni un murmure, mais une roucoulade de la tante folle. Enfin, peut-être pas encore folle tout à fait, dans les forêts avoisinantes. Et un jour, la tante elle a mis sa tête dans le four. On n'en a jamais parlé dans la famille, ni des enfants dans le puits. Elle dit qu'il y a eu cette nuit, il tend l'oreille, elle sent qu'il s'immobilise, qu'il se tend dans le lit grand parental. Il y a eu une nuit, oui, une nuit de bascule avec la lune à plein et la mer qui fouettait la digue, protégée par des grosses pierres, des roches pour les maisons bourgeoises, pour qu'elles ne prennent pas l'eau, la nuit, la tempête.
cette nuit-là, au contraire, tout était calme, à part elle qui avait les entrailles en feu et la tête de travers, le visage coulant et les yeux qui louchaient, adossée à cet homme. Elle bégaye un peu. C'est trop tôt pour replonger dans cette nuit-là. Mais il y a eu tant de nuits formidables, pourquoi perdre du temps avec celle-là en particulier, et puis les souvenirs se chassent et les idées avancent. On ne peut pas rester bloqué sur une nuit de pleine lune. C'est rien après tout. Il faut avancer. Il dit qu'on ne peut pas tout oublier parce que le corps a une mémoire. Il parle. Il s'est redressé et il se tourne vers elle. Il dit qu'on ne peut pas tout oublier, que lui, il sait que le corps a une mémoire. On peut endurer, on peut avancer, mais on ne peut pas tout oublier. Elle pense à son corps, à sa mémoire. Où se logent les mauvais souvenirs dans le corps? Elle pense à ses chevilles, ses mollets, ses cuisses et ses genoux, peut-être dans les reins, ou les côtes, comme des petites côtelettes d'agneau qui saillent sur ses flancs. Elle voit ses seins et son cou, et peut-être dans son nez, qui sent les torchons, pour retrouver les souvenirs. Où se logent les mauvais souvenirs dans le corps et dans la tête? Où passe la terreur, la frayeur, l'horreur? Comment transforme-t-elle ces souvenirs en mauvais rêves, les cachant sous le tapis avec les restes de poussière? Pas d'étoiles ici, non. De la poussière qui troue les bronches. Elle pense à son cou, bourré de mauvais souvenirs. Il écoute, redressé désormais. Il regarde sa souffrance qui sort de ses lèvres. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici avec Carole Boinet. Bonsoir. Pour l'enthousiasme. Merci à Nicolas Maury pour cette merveilleuse première lecture. On va le retrouver tout à l'heure pour un autre moment. C'est une expérience. Hein. Oui, c'est une sacrée expérience. Pas facile de prendre la parole après. Aux premières loges comme ça pour assister à son texte qui prend vie. On a entendu ce rythme, cette musicalité. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans votre livre, L'enthousiasme. Cette phrase qui m'a attrapée, presque un phrasé comme en musique. Cette musicalité, c'était important pour vous au moment de l'écriture? Oui, moi j'ai toujours été... je pense que mon rapport à la littérature est très musical pour plein de raisons, c'est-à-dire que des raisons très personnelles. Moi, j'ai grandi dans un festival de musique, donc j'ai toujours baigné quand même dans la musique, qu'elle soit live ou qu'elle soit enregistrée. Et je crois qu'en fait, j'ai un peu transposé ça enfant, c'est-à-dire mes écoutes d'albums à ma façon de lire des livres aussi. Et j'ai toujours été complètement habitée par la musique que produisent les livres. Et je crois d'ailleurs que c'est ça la littérature pour moi, c'est-à-dire c'est la façon qu'a un livre de produire sa musique. C'est à ce moment-là qu'il devient littéraire. C'est-à-dire que le mot en lui-même a un sens. Une table est une table. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement comment l'agencement des mots ensemble, l'agencement des phrases, l'agencement d'une ponctuation va ensemble produire un sens qui est autre. Et finalement, c'est un sens qui est quasiment invisible, hein, qui va parfois se loger dans une forme de silence ou dans une ponctuation, dans l'agencement de deux mots ensemble qu'on n'aurait pas mis ensemble forcément. Et c'est là, soudain, qu'une musique peut naître. Et moi, c'est ce qui me bouleverse et me touche beaucoup. Et donc, je crois qu'instinctivement, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire avec l'enthousiasme. Et alors, cette musique, vous l'avez trouvée facilement. C'est votre premier livre, un premier roman, L'enthousiasme. Comment on trouve sa langue?
Je crois que c'est une sorte de connexion avec un monde invisible, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment d'écrire pour atteindre un monde invisible qui est en moi, une altérité qui est en moi, mais qui n'était pas tout à fait moi non plus, c'est-à-dire que je ne peux la rejoindre qu'au moment de l'écriture. Et donc c'est cette altérité-là qui va produire cette musique-là, c'est la rencontre de moi avec cet autre moi qui est en moi, qui va produire cette musique-là. Donc c'est pas tellement de l'ordre du travail en tant que tel, c'est plutôt de l'ordre d'un travail, mais qui est le travail de cette quête du monde invisible qu'on porte un peu en soi. Alors on va parler peut-être un petit peu justement du contenu de cette histoire. Alors c'est quoi l'enthousiasme? C'est quoi l'histoire de l'enthousiasme? Alors c'est, comme on a peut-être pu le deviner, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est fatiguée, même à bout de vivre, qui a une vie assez tumultueuse à Paris et qui, un beau jour, décide de fuir. C'est un livre de fuite qui prend un train et qui se réfugie dans la fameuse maison grand-parentale qui est inhabitée parce que ses grands-parents sont décédés, et qui a un livre de commande à écrire, un livre de commande sur l'amour au XXIe siècle. Et c'est un livre qui va devenir une sorte de cathédrale / tombeau pour elle. C'est-à-dire que elle se noie un peu dans ce livre. Elle n'arrive pas tellement à l'écrire et elle se noie aussi dans elle-même. Et donc, elle s'enferme comme ça dans cette maison grand-parentale. Et à un moment, sa route va croiser la route d'un homme, l'homme au chien. Et elle va, je peux le dévoiler parce que c'est le début du livre, elle va jeter son chien du haut d'une falaise. Et ainsi va se produire une rencontre. Et donc, c'est une jeune femme qui essaye quelque part désespérément de sortir de sa noyade et de retrouver son enthousiasme. Et l'enthousiasme, pas tant au sens de la joie de vivre ou du bonheur, etc., mais l'enthousiasme plutôt comme une forme de pulsion de vie, comme ce qui nous permet de tenir debout, de ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'être au monde. Et c'est ça qu'elle a perdu et c'est ça qu'elle cherche un peu désespérément à retrouver. C'est un désir, en fait. Et vous, Carole Boilly, vous l'aviez perdu, cet enthousiasme? J'ai pu le perdre dans ma vie à plusieurs reprises. En tout cas, je pense que j'ai écrit ce livre aussi grâce à beaucoup de parties de moi-même, beaucoup de choses que j'ai profondément vécues et que j'avais envie aussi de rejouer ou de jouer différemment à travers ce livre. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi justement d'aller dans cette grande zone d'ombre que peut être la perte de l'enthousiasme et comment on fait face à une forme de désespoir abyssal et d'où vient le désespoir, qu'est-ce qu'il provoque et comment est-ce qu'on peut justement le déjouer et comment on peut retrouver un enthousiasme et comment on peut retrouver une envie de vivre, une envie d'être avec l'autre et de communiquer avec l'autre. Et je crois que ça passe beaucoup par aussi la façon de porter sa voix et la façon de trouver sa voix VOIX et VOIE, et la façon d'être sujet au monde. Je crois qu'il y a vraiment tout ça aussi que j'avais envie d'explorer dans le livre. Et il y a quelque chose que je trouve très joli dans votre livre, c'est que cet enthousiasme, vous parliez de la scène augurale avec le chien, sitôt il apparaît, on a l'impression qu'il pourrait disparaître. Est-ce qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans l'enthousiasme ? Oui, l'enthousiasme, il y a quelque chose en fait du même ordre que le désir sexuel ou le désir amoureux, etc. C'est quelque chose qui est très mystérieux. C'est un peu comme finalement la mer, la marée, quoi. Il y a une forme de ressac où on ne sait pas tellement quand est-ce qu'il... D'ailleurs, quand il revient, on a toujours peur qu'il redisparaisse. On est un peu quand une fois dans sa vie on a exploré la perte de l'enthousiasme, on est ensuite tétanisé quasiment à vie à l'idée qu'il puisse repartir. Donc il y a quelque chose comme ça où il nous appartient jamais totalement. Mais c'est aussi ce qui en fait quelque chose de très précieux, j'ai envie de dire. C'est la fragilité de l'enthousiasme et le fait que parfois on sent qu'il revient, qu'il nous ressaisit, qu'il nous réhabite, et puis on a toujours un petit peu peur qu'il redisparaisse.
Alors, cette langue, justement, comment vous l'avez travaillée? C'est un livre auquel vous pensez depuis longtemps. Comment ça s'est passé, ce premier livre? Parce que c'est un événement, toujours un premier livre. Oui, moi, il m'a toujours habité quelque part. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai toujours écrit dans l'enfance et dans l'adolescence. Et ce qui est assez drôle, c'est que, sans vraiment le conscientiser, en fait, j'ai réécrit certaines scènes, certaines choses que j'avais déjà écrites, adolescente ou enfant. Je pense par exemple à une scène du livre qu'on lira certainement après, qui est la scène que j'ai appelée la scène du chocolat chaud. C'est une scène en fait que j'ai écrite quand j'étais en classe de 3e, donc j'avais 15 ans. Et pour une dissertation, je me souviens plus exactement du sujet de la disserte, mais en tout cas c'est une scène, voilà, que j'ai déjà écrite. Et c'est très surprenant que finalement, dans ma vingtaine, au moment où je décide, voilà, un peu en le conscientisant, mais sans le conscientiser non plus totalement, en fait, je réécris cette scène. C'est pas tout à fait la même. Je n'ai pas reproduit ma dissertation de 3e, mais en tout cas, j'ai réécrit cette scène. Et je crois qu'en fait, dans ce livre, il y a quand même comme ça beaucoup d'autres scènes qui sont des scènes soit que j'ai déjà écrites, soit qui m'ont travaillé et habité pendant très longtemps. Et ensuite, au moment où ça devient livre, ou en tout cas où il y a une forme de cohérence d'ensemble, où il y a un travail qui est un peu plus précis, ou un peu plus sérieux peut-être aussi, on s'assoit vraiment à une table et on essaye de faire un tout. Je crois qu'en fait, c'est vraiment venu aussi d'une forme de bouillonnement, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose en fait qu'on a désespérément envie de dire et qui ne peut être dit que par la littérature et que par ce livre-là. Et en fait, c'est un besoin qui est tellement absolu qui nous transcende totalement, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, on va dépasser la douleur que peut être la douleur d'écrire, ou qu'on va dépasser des cadres spatio-temporels, qu'on va trouver le temps, qu'on va trouver l'espace pour aller au bout, parce que, en fait, c'est trop important. C'est comme si on était tenu de le faire. Alors, tenu par quoi, je ne sais pas tellement, mais il y a quelque chose qui nous oblige. On est obligé d'aller au bout. Et c'est peut-être ce monde invisible qui nous oblige. Il y a quelque chose on ne peut plus y échapper. Le livre est là et en fait, on doit aller au bout de ce truc. C'est un peu, il y a quelque chose qui est un peu mystique, hein, quand même. Et c'était une question que j'allais vous poser sur cette urgence à écrire ce livre maintenant. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont poussé, au-delà de l'expérience mystique, à écrire cette histoire maintenant? Et je tiens à le souligner, c'est un roman. Et c'est important. Vous auriez pu prendre la trajectoire du récit. Et c'est un roman. C'est un vrai parti pris. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot roman? Pourquoi c'était important que ce soit un roman? Alors, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'est une expérience mystique et à la fois, c'est une expérience qui est très pragmatique. C'est-à-dire que moi, j'étais habitée par beaucoup de choses, beaucoup de scènes, beaucoup d'images, comme je l'ai dit. Et il y a eu un moment qui a été assez fondateur, qui est vraiment MeToo. Quand MeToo a surgi à l'international et puis en France, donc aux alentours de 2016-2017, moi j'étais déjà très intéressée par les questions féministes et les questions de sexualité que j'explorais beaucoup dans mon travail journalistique, aux Inrecuptibles notamment. Et en fait, MeToo a quand même, chez moi, produit une forme de déflagration. C'est-à-dire que j'ai soudain poser le mot de violence sur des choses que je ne nommais pas comme telles. Ça m'a dessillée. J'ai vu des choses différemment, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas tout à fait de cette façon-là. Et là, je me suis dit, ok, il m'est arrivé une agression sexuelle, et deux, j'ai eu véritablement envie d'écrire sur ce sujet. Et ensuite, ça rejoint votre question de la fiction, c'est-à-dire que quand j'ai décidé d'écrire sur ce sujet, je me suis bien évidemment posé la question:
parce que je suis journaliste à la base, d'écrire un essai ou d'écrire un récit de soi qui soit un peu plus réaliste, on va dire, qui soit sur mon expérience. Et c'est là où la fiction m'a rattrapée. C'est-à-dire que j'ai toujours été vraiment, depuis l'enfance, habitée par la fiction. Parce que j'ai l'impression que la fiction a un grand pouvoir. Et souvent, je trouve d'ailleurs qu'on confond la réalité et la vérité. C'est-à-dire que pour moi, en fait, dans le champ littéraire, pas dans le champ journalistique, mais dans le champ littéraire, en fait, la réalité ne se confond pas avec la vérité. La vérité, en fait, peut très bien être produite par un récit de fiction, comme par un récit du réel. Et pour moi, la vérité peut très bien surgir d'une image qui est fictionnée, qui est fictionnelle, tout autant que par un récit de témoignage. Et j'avais vraiment envie, en fait, de creuser ce champ de liberté totale que permet, en fait, la fiction, cette création, en fait, d'images où, soudain, en déployant un imaginaire, on va pouvoir parfois dire beaucoup plus puissamment une vérité que si on avait cherché à la dire en décrivant une réalité. Et c'est là où ça m'a rattrapée. Et ensuite, là où il y a eu un travail parfois douloureux et laborieux, il a fallu effectivement que je trouve une forme de musicalité qui me permette de faire, j'ai envie de dire, se rejoindre les deux. Se rejoindre ma partie un petit peu mystique et ma partie un peu plus pragmatique et faire se rejoindre comme ça des questionnements que j'avais vraiment envie de soulever sur la sexualité aujourd'hui, sur le féminisme, sur MeToo, et une partie beaucoup plus fictionnelle de narration comme ça, avec un chien qui est jeté du haut d'une falaise, avec une jeune femme qui se réfugie dans une maison, qui a elle-même des pensées, qui s'imagine des enfants enfermés dans un puits, qui se rappelle l'histoire d'une tante folle qui met sa tête dans un four. Et j'avais vraiment envie comme ça qu'on soit quand même embarqué dans un grand récit fictionné. Mais à la fois qui s'entremêle avec une forme de récit un peu plus de l'ordre de l'essai. Pour vous guider sur ce chemin, est-ce que vous avez trouvé des compagnons? Est-ce qu'il y a des livres qui pouvaient faire référence ou qui vous ont donné des clés pour trouver cette forme un petit peu hybride aussi dans la fiction? Oui, il y a beaucoup de livres qui m'ont accompagnée, je pense, tout au long de ma vie. Mais il y a des livres, c'est vrai, vers lesquels je me suis immédiatement retournée, ou en tout cas qui fonctionnaient chez moi comme une forme de chose qui me rassurait. Je pense notamment, d'ailleurs, est-ce que Guillaume Dustan peut être rassurant? Je ne sais pas, mais moi, il me rassurait beaucoup dans ma chambre. Je l'ai souvent relu parce que j'ai l'impression, en fait, que Guillaume Dustan, me rassurait sur le fait qu'on pouvait dire le sexe en littérature et que je n'avais pas à me sentir sale ou que je n'avais pas à sentir que j'allais à un endroit où on n'avait pas le droit d'aller. Ce qui parfois pouvait m'arriver, où j'avais l'impression d'être trop radicale ou de ne pas être comprise ou de faire de la pornographie. Et quand je lisais Dustan, je me sentais comme entourée par un compagnon. J'avais l'impression que lui, il m'aurait comprise. Et il y avait quelque chose comme ça qui me rassurait. Et j'aimais beaucoup aussi, j'aime beaucoup Dustan parce que souvent on résume un peu rapidement sa littérature à une littérature du sexe, voire de la pornographie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup questionné l'ordre et le désordre. Et c'est vraiment aussi à cet endroit-là que j'avais envie d'aller, c'est-à-dire comment nos désirs font désordre, comment on peut malgré tout, malgré notre amour du désordre et malgré notre amour de la disruption, de la fange, de la noirceur, comment on peut malgré tout avoir envie quand même de militer pour un ordre, pour en tout cas la loi, pour faire en sorte que MeToo pose des actes et qu'on agisse différemment après MeToo. Et cette espèce de tension entre un amour du désordre et une volonté quand même de dire un certain ordre ou de replacer un certain ordre me paraissait extrêmement bien faite chez Dustan et m'habitait beaucoup. Enfin, Dustan, c'est quand même quelqu'un qui vient de la loi, hein.
voilà, qui est juge, qui a fait des études de loi. Et je crois qu'il a toujours été habité par ça, en fait, par la tension de l'ordre et du désordre, beaucoup plus que par la tension du sexe. Et moi, c'est là où j'avais vraiment envie de creuser aussi. Donc Dustan et quelqu'un d'autre que d'ailleurs Dustan aimait beaucoup, comme Duras, parce que chez Duras, il y avait, je trouve, justement cette extrême musicalité, en fait, qui, moi, m'a toujours parlé. Et par exemple, le silence chez Duras, c'est quelque chose, quoi. Bien sûr que c'est des mots, mais Duras, c'est surtout sa façon de poser des silences. Et comment, en fait, le silence de Duras dit tout autant que les mots que Duras choisit. Et ça, être capable de faire quelque chose du silence en littérature, c'est quelque chose qui moi, m'envahit et c'est un vertige. Et le vertige de Duras me rassure aussi. C'est-à-dire que je crois que quand on écrit, on a besoin d'être rassuré dans les endroits parfois de friction et de radicalité où on peut avoir l'impression d'aller. Et puis on a besoin d'être rassuré, je crois aussi, sur la liberté. C'est-à-dire qu'on est tellement toutes et tous pris par des normes, pris par des codes, pris par des façons de faire, qu'on a aussi besoin qu'on nous rassure en nous disant tout peut être livre. Tout peut faire livre et tout peut être littérature et tout peut être voix. Et il n'y a pas de code, il n'y a pas de schéma, il faut se débarrasser de tout ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à expérimenter. Et c'est là où souvent les pairs rentrent en jeu. C'est-à-dire que quand on sent que quelqu'un s'est débarrassé absolument de tout ça et a fait livre comme il ou elle l'entendait, c'est là où soudain on retrouve son souffle et nous-mêmes on va pouvoir se dire moi aussi je peux faire en fait ce que j'ai envie de faire. Alors vous parlez de Dustan, du fait de faire entrer la trivialité aussi dans la littérature, à l'échelle de la littérature, et d'écrire la sexualité. On l'a entendu dans l'extrait lu par Nicolas. C'est un texte assez frontal que le vôtre, l'enthousiasme. Est-ce qu'il fallait du courage en tant que femme, et aussi après MeToo, pour écrire la sexualité? Est-ce que c'est parce que c'est une zone quand même où parfois on peut penser à ce que les gens vont penser en lisant ça? Est-ce que vous y avez pensé? Alors moi, en l'écrivant, je n'y ai absolument pas pensé. C'est-à-dire que j'ai pas, mis à part voilà, le moment où moi j'avais besoin d'être rassurée parce que j'allais voir Dustan ou parce que j'allais voir d'autres. Mais j'étais comme en conversation avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis vraiment posé la question de que va penser le lecteur de moi ou quelle image ça pourrait donner de moi ou je me suis, mais grâce à eux, je pense, beaucoup débarrassée de tout ça, en fait, en écrivant. Et ce n'est qu'à la sortie du livre que j'ai aussi compris sa frontalité, parce que beaucoup de gens m'en ont parlé, beaucoup de gens m'ont posé la question des mots crus, de la frontalité du livre, etc. Mais que je comprends les questionnements. Mais c'est vrai que je me suis aussi demandé si ça faisait pas bizarre parce que j'étais une autrice, quoi, une jeune femme qui soudain dit sperme, dit bite, dit queue, dit chatte, et soudain fait rentrer ces mots-là en littérature et bouleverse peut-être un petit peu ce qu'on attend de la littérature. Mais moi, je crois que ces mots-là peuvent tout à fait rentrer en littérature et que la question du sexe est une question comme une autre et a totalement sa place dans la littérature. Après, ça dépend ce qu'on en fait, mais je vois pas pourquoi ces mots-là ne pourraient pas exister dans le champ littéraire. Et en tout cas, moi, ça m'intéressait de les faire exister aussi à cet endroit-là, non pas pour une question de faire du trash pour du trash, puisque ça m'intéresse pas, mais parce que j'explorais le désir, la question du sexe, et donc finalement convoquer des métaphores ou passer sous silence les passages érotiques et passer à autre chose ensuite et faire comme s'ils n'existaient pas, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie qu'ils existent pleinement dans le livre et qu'on se prenne aussi frontalement finalement ce que vit cette jeune femme en termes de sexualité, dans toute sa positivité, j'ai envie de dire, dans toute sa jouissance, dans toute sa beauté, et puis en termes de violence aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un livre qui aborde la question du sexe
et dans toute sa violence. Et donc, ce qui m'intéresse aussi dans la frontalité, c'est de ne pas détourner le regard de la violence. C'est qu'enfin, les lecteurs et les lectrices, à un moment, regardent aussi la violence qui, trop souvent, est passée sous silence et tue, et de montrer aussi ce que c'est. Alors, vous parlez de violence. Ce qu'on ressent aussi dans votre livre, quand on vous lit, c'est que ce scénario, il est très écrit par les hommes. Il est très masculin. Ce serait quoi de réécrire le scénario pour une femme ? Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un livre qui aborde vraiment cette question du grand scénario masculin dans lequel nous sommes quand même tout emprisonné. Un scénario qui passe à la fois par l'ensemble des images et des textes qui construisent la fameuse histoire de l'art, mais aussi par qui a décidé que cette histoire de l'art était l'histoire de l'art. Moi, c'est des questions qui m'habitent énormément en tant que journaliste, en tant que directrice d'une rédaction, mais aussi en tant qu'autrice, et que j'avais vraiment envie de questionner dans ce livre. Et je pense justement que, en tout cas, le scénario doit être questionné. C'est-à-dire qu'on doit quand même se demander qui a décidé qu'on allait être entouré de ces images, entouré de ces textes, pourquoi les textes sont écrits de cette façon-là, pourquoi est-ce que la muse est souvent une femme, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la muse, pourquoi le créateur a très longtemps été un homme, et tout ça est souvent, je trouve, très lié quand même à l'histoire du désir. Et c'est là aussi où on rejoint la question de l'érotisme et de la sexualité. C'est-à-dire que on est souvent aussi emprisonné dans le désir masculin. Et la femme a très souvent été quand même l'objet du désir masculin, du regard masculin, et a dû répondre à certains schémas préétablis, à certains scénarios préconçus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'avoir un désir en tant que sujette ? D'où viendrait son désir à elle, et c'est là où c'est un peu tricky, c'est-à-dire que comment aussi une femme est habitée elle-même par tous les schémas préconçus, par tous les scénarios préétablis, par tout ce qu'elle n'a pas véritablement choisi, mais qui l'ont elle-même nourri. Et donc à quel moment une femme peut transformer cette matière, à quel moment elle peut reprendre possession de son désir, à quel moment elle peut modifier ses désirs, à quel moment elle peut les choisir. Ça, c'est des questions qui, moi, me fascinent. J'ai pas tout à fait les réponses, mais en tout cas, c'est des questions qui me fascinent. Alors, dans votre livre, il y a la voix de la narratrice, du personnage principal, mais il y a aussi beaucoup d'autres voix de femmes, puisque cette narratrice, en tant que journaliste, elle est journaliste, recueille la parole des femmes sur ce livre, pour écrire ce livre sur l'amour. Qu'est-ce que ça raconte, ça, tous ces témoignages, toutes ces femmes qui parlent de leur sexualité ? Oui, je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on n'ait pas uniquement... qu'on soit principalement, en fait, projeté dans la psyché de cette jeune femme, qu'on vive avec elle, dans tout son débordement, dans tous ses réflexions, sa violence, son désir, etc. Mais quelque part, j'avais aussi envie de raconter, en fait... ce qui relie toutes les femmes entre elles. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de faire rentrer aussi les voix des autres femmes dont elles recueillent la parole dans des cafés pour, en fait, montrer aussi cette espèce de lien, en fait, un peu invisible, hein, qui relie les femmes et qui, finalement, en fait, ce qui relie les femmes entre elles, à mon sens, c'est surtout la violence. C'est la violence subie plus qu'autre chose, et c'est un peu aussi ce que je voulais porter dans le livre, c'est-à-dire que elles se rencontrent toutes autour de témoignages vis-à-vis de leur rapport au désir, à l'amour, à la sexualité, et souvent elles expérimentent un peu toutes le silence, la violence, la déception, et aussi l'impossibilité de dire. Par exemple, à un moment, elle rencontre une jeune femme et en fait, la jeune femme n'arrive pas tellement à lui raconter quoi que ce soit et se met à dessiner dans son carnet. Et c'est aussi des façons pour moi de raconter, en fait, l'impossibilité de trouver ces mots. C'est pas tellement simple de porter sa parole.
Et je crois que c'est aussi là que se joue quelque chose, c'est-à-dire c'est vraiment aussi dans le langage. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de dire le corps, mais aussi de dire le mot, de dire la parole, et de dire le fait que la liberté peut aussi passer par le corps, par la réappropriation de son corps, par la libération sexuelle, comme on l'a appelé, etc. Mais passe aussi beaucoup par le fait de trouver ses mots, de se réapproprier son langage, de trouver sa langue, de porter sa voix, et en espérant être entendu, parce que c'est ça aussi quand même l'objectif. Alors il y a quelque chose qui est important pour vous, effectivement, c'est que l'intime, c'est politique. Il ne faudrait pas laisser ces violences dans la chambre à coucher. Et effectivement, ce mot intime pourrait aussi poser un voile, finalement, empêcher la parole de se libérer. Oui, bah, vous le dites très bien, c'est-à-dire que dans intime ou dans vie privée, on dit directement que ça ne nous regarde pas, ne nous regarde pas au sens du collectif, au sens de la société. Moi, je crois absolument le contraire, c'est-à-dire que je pense vraiment que l'intime est profondément politique, et je pense que sous couvert de vie privée, ça reste dans la chambre à coucher. Mon grand-père disait derrière on ne sait jamais ce qui se passe derrière les volets fermés, et les volets doivent être fermés. Mais moi, je crois qu'il faut ouvrir les volets, justement. Et non pas dans un sens voyeuriste, mais dans un sens, justement, sociétal et collectif. C'est-à-dire que je pense que tous ces mots-là ont été mis pour en fait faire en sorte que le silence perdure, faire en sorte qu'on ne parle surtout pas de certaines violences, faire en sorte que certaines personnes, comme les femmes, ne puissent absolument pas devenir sujettes de leurs désirs, de leur sexualité, ne puissent même pas l'intellectualiser, le conscientiser, ne se posent même pas la question. Et je pense que tout ça a été fait pour qu'un certain ordre patriarcal soit rondement mené. Et moi, je pense justement que faire des ordres et se réapproprier son désir et se réapproprier par son désir son être au monde, ça passe justement par le fait de faire circuler la parole sur les questions d'intimité, sur les questions de vie privée, comme on les appelle, et sur toutes ces questions qui, en fait, nous traversent toutes et tous. On est quand même toutes et tous traversés par ces questions d'érotisme, ces questions de désir, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de la société, ça construit nos individualités, ça construit notre collectivité, ça construit notre société, ça construit nos œuvres d'art, ça construit nos pensées. Et donc, je pense qu'il est absolument impératif d'en parler collectivement, ouais. Alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans votre livre, c'est cette zone du fantasme. Est-ce que quand on est déconstruit, quand on a déconstruit sa pensée, le corps suit? Est-ce que le fantasme doit être moral? Ou est-ce que voilà. Question brûlante. Ouais, c'est une question qui est brûlante parce qu'elle est fascinante. C'est-à-dire que on parlait de mystère tout à l'heure, mais je crois qu'il y a une forme de mystère dans le désir. Et c'est aussi ce qui rapproche d'ailleurs le désir de la littérature, c'est-à-dire que la littérature est mystérieuse, on essaye vainement de la définir et puis on a un petit peu du mal quand même, et c'est un peu la même chose pour le désir, c'est-à-dire que le désir se nourrit, comme je disais, à la fois des images qui nous entourent, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, des choses qui nous traversent, des personnalités qu'on rencontre, etc. Et puis aussi le désir, il vient on ne sait pas tellement comment, on sait pas tout à fait expliquer, on ne sait pas ce qui a été déposé en nous pour nourrir ce désir-là, on ne sait pas toujours tout à fait. Et c'est cette espèce de couche, en fait, de sédiments qui nous constitue, qui est parfois un peu complexe à totalement comprendre, mais je crois que moi, c'est cette complexité qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de comprendre ce qui ressort du sociétal, ce qui ressort de l'individu, ce qui ressort de l'évanescent. C'est un petit peu comme l'âme, le désir, on ne sait pas tellement où il se loge, on ne sait pas tellement d'où il vient, il est mystérieux. Et donc, doit-il être moral? Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant et impératif à mon sens, c'est de le questionner, c'est de se demander justement comment notre désir pourrait potentiellement être nourri d'œuvres
qui peut-être ne le nourrissent pas encore aujourd'hui tout à fait, et comment nos regards pourraient être peut-être tournés différemment et positionnés différemment sur certaines choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le déplacement, le décalement, parce que je ne crois pas du tout que l'individu soit immuable. Encore heureux, on n'est pas l'enfant qu'on était, on n'est pas l'adulte qu'on sera demain. Nous sommes des êtres complètement mouvants. Moi, je crois beaucoup qu'on est des êtres d'eau. Et donc, je crois beaucoup que dans ce fait-là d'être en mutation permanente, d'être en mouvement permanent, le désir a beaucoup à faire là-dedans. Et donc, finalement, notre désir, il n'est pas le même hier, il ne sera pas le même demain. Et donc, là-dedans, on peut totalement, en fait, le décaler, le déplacer, le nourrir différemment, le questionner, le regarder, avec un regard un peu plus neuf. Et en ça, je crois qu'on peut effectivement le construire différemment. Alors dans l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, on entrevoyait le personnage de la tante, il y a aussi un personnage de grand-mère. C'était important pour vous de traverser comme ça les générations aussi, pour raconter le féminin ? Oui, c'était très important parce que, en fait, de la même façon que j'avais envie de raconter un peu ce qui reliait les femmes aujourd'hui, j'avais très envie de raconter aussi ce qui relie les femmes de générations différentes et qui est cette même violence face à leurs désirs, face à leur corps, face à leur impossibilité de porter leurs paroles, etc. Et donc, très vite, a surgi ce personnage de la grand-mère qui est très inspiré de ma propre grand-mère. Et très vite a surgi cette envie que j'avais de raconter en fait cette femme d'une autre génération qui n'a jamais en fait été sujette de son désir, qui n'a jamais pleinement vécu sa sexualité et qui a toujours finalement été reléguée à un rôle de mère et de femme dans tout ce que ces deux rôles-là avaient de plus obscur. Et j'avais vraiment envie, non pas de raconter, par exemple, des avortements qu'elle aurait pu vivre, j'avais envie de raconter, en fait, l'impossibilité pour elle d'accéder à la jouissance et l'impossibilité pour elle de le dire à quelqu'un, d'être maîtresse de son corps et d'avoir comme ça pu expérimenter dans sa vie de femme ce que c'est en fait le plaisir sexuel et le désir érotique. Et je trouvais que ça disait beaucoup en fait quelque part d'un drame, du drame d'une vie de femme. Oui, parce que par ailleurs, c'est une femme assez libre. Oui, c'est tout le paradoxe de l'émancipation féminine, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est un personnage de grand-mère qui s'est déjà quelque part un peu émancipée, économiquement parlant, parce qu'elle a monté une station-service dans un village en Bretagne. Son mari lui-même est menuisier, donc il a une activité. Et donc, elle-même, en fait, a quand même fait de l'argent. Elle est à la tête de son entreprise, elle accueille des gens, elle est à la tête de sa station-service, mais quelque part, c'est comme s'il y avait toujours un plafond de verre, c'est-à-dire que son émancipation féminine dans les années 60, elle ne l'a qu'à cet endroit-là. Elle continue de servir son mari à table, elle continue de servir ses amis chasseurs. Elle-même ne peut pas tellement boire de l'alcool parce que c'est mal vu pour une femme d'en boire. Elle-même continue d'être sous le joug de l'Église catholique. Elle fréquente énormément l'Église et la messe, etc. Et donc, en fait, elle est complètement prisonnière de son espèce d'adoration, par exemple, de la Vierge Marie, dont je parle dans le livre, et qui dit beaucoup, parce qu'en fait, cette adoration, ça dit beaucoup, c'est-à-dire que pour elle, une femme doit être bonne, une femme doit être une sainte, parfaite, et parfaite au point d'être une vierge, quoi.
et d'avoir porté un enfant sans même avoir connu de relation sexuelle. Donc ça dit beaucoup de cette grand-mère, c'est-à-dire qu'elle adore cette femme qui a conservé sa virginité, qui n'a jamais été dans le désir sexuel, mais qui a quand même été mère et qui a perdu son fils en plus et qui est folle de douleur. Et cette espèce de fascination qu'elle a pour la Vierge Marie me parle beaucoup aussi parce que ça rejoint une dichotomie qui moi, m'intéresse beaucoup. C'est la dichotomie de la maman et de la putain. C'est-à-dire qu'une femme a beaucoup de mal en fait à échapper à ces espèces de deux rôles, quoi, comme si elle ne pouvait qu'être une Vierge Marie, ou alors en fait dès qu'une femme finalement a envie de parler de désir ou de vivre son désir ou d'avoir des relations sexuelles, très rapidement elle devient une putain ou une salope. Et en fait cette espèce de façon qu'a la société quand même de reléguer les femmes dans des rôles qui sont complètement, quasiment consacrés et en tout cas soigneusement préétablis pour elles, moi m'effare et continue de me violenter. Alors on a commencé avec cette phrase et cette quête, cette écriture, votre écriture comme une quête de vérité. Ce serait quoi la quête de l'enthousiasme? C'est se connecter, parler, peut-être aussi, avoir cette conversation avec cette grand-mère? Oui, je crois que la quête de l'enthousiasme, pour la narratrice, mais comme pour moi, c'est vraiment rencontrer l'autre. Alors, est-ce possible de rencontrer l'autre? Vaste question. Mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver un endroit où on peut essayer de se rencontrer. Et donc, ça passe beaucoup, effectivement, par le langage, le fait de porter sa voix et le fait de sentir que sa voix est réceptionnée. Et donc, ça passe, je crois, beaucoup par cette compréhension, quoi, ce dialogue, mais qui peut aussi passer de façon littéraire. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aussi à la rencontre de l'autre en littérature. Il se passe beaucoup de choses quand on lit le texte de quelqu'un et parfois, on peut se sentir, justement... on peut sentir qu'on a de nouveaux compagnons et compagnonnes. Et en tout cas, je crois beaucoup effectivement à le fait de se sentir écouté et le fait de pouvoir parler. Et ça rejoint un peu une autre thématique du livre que je ne voudrais pas trop dévoiler, mais qui parle aussi beaucoup de la question de l'agression sexuelle. Et je crois beaucoup, en fait, que ce qui se passe aussi d'assez étrange dans une agression sexuelle, c'est que, pas toujours, mais principalement, souvent, il n'y a pas de cicatrice visible. Et en fait, la cicatrice, elle est invisible. Et donc, finalement, la cicatrice d'une agression, elle va passer que par les mots, que par la parole. Et donc, c'est là où se noue un enjeu absolument incroyable. C'est-à-dire que finalement, si on ne peut pas porter cette parole, et si cette parole ne peut pas être réceptionnée, c'est comme si la cicatrice n'existait pas. Parce qu'elle est pas visible. Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu de parole qui est à cet endroit-là aussi, en fait, à cet endroit sociétal. Bon, moi, j'étais très heureuse de réceptionner la vôtre de parole ce soir. Avant que Nicolas nous rejoigne pour un deuxième moment de lecture, vous rappelez que le livre, vous pourrez acheter le livre dans le hall de la Maison de la Poésie et qu'il y a une signature qui est prévue. Merci beaucoup. On accueille Nicolas ? Oui. Merci à vous. Elle n'a jamais joui, elle dit. La grand-mère avait lâché ça comme ça. Et puis elle avait retiré ses lunettes qu'elle avait essuyées délicatement avec le torchon qui traînait sur la nappe cirée. Le torchon qui était toujours propre chez elle, comme s'il n'essuyait rien. Comme s'il n'était pas torchon. Tout était propre chez elle. Rien ne dépassait. Il n'aurait pas fallu que la vie vive. Ça sentait déjà la mort, à plein nez. L'hygiène qui annonçait la fin. Le torchon était aussi propre que les draps, que la nappe cirée, que le beurre fondu même, dans un bol si propre que son intérieur à elle paraissait putride à côté. Elle imaginait un amas de mousse verte débordant de son estomac qui gargouillait et qu'elle nettoyait lentement et sûrement à coups de chocolat chaud.
Elle avait de nouveau 6 ans et flottait dans une bulle de chocolat et de crème, à se languir d'amour. Mais sa grand-mère avait dit qu'elle n'avait jamais joui. La tartine était tombée, le chocolat avait éclaboussé la nappe cirée, et elle s'était levée précipitamment. Elle avait attrapé une éponge et essuyé la tache de chocolat qui glissait sur la nappe. Vivante, la tache, cavalant sur la table comme une rivière. Elle avait essuyé vite, vite, avant que l'hygiène ne parte, que l'intérieur putride ne se dévoile. Mais les mots hurlent, rien ne peut les arrêter. La parole glisse, cavale, ruisselle, se déverse, torrentielle. Elle brise, elle tord, elle s'abatte, elle détruit. Elle a attendu trop longtemps la parole. Elle n'avait jamais joui. Elle voulait qu'on lui dise ce que ça faisait de jouir. Elle employait ce terme, jouir. Ce terme qui ne lui semblait pas familier. Sa bouche peinait à le prononcer, à le lâcher. Elle traînait sur le puis le balançait comme une petite pierre de ricoche, tac, envoyait jouir. Ça formait comme un O dans sa bouche qui peinait à lâcher le mot. Ce mot si vulgaire pour elle, la grand-mère, si sale. Et pourtant, elle le dit, avec ses lunettes carrées et son torchon à portée de main. Jouis. Je n'ai jamais joui. Joui. Elle le répéta 2 fois, comme pour bien mesurer la portée de ce qu'elle venait de dire, que ce mot-là, ce mot de jouir, était bien sorti d'elle-même. Et puis elle voulait le dire à quelqu'un qu'elle n'avait jamais joui. Elle ne l'avait jamais dit, non. Ça ne se faisait pas de dire ça. Et puis quels amis? Où? Non. On ne pouvait pas dire ça. Mais là, maintenant, il était temps, c'était le bon moment. Il était temps de libérer la parole avant de mourir, de passer une histoire de violence et de silence. Et la grand-mère essuyait ses lunettes encore et encore, comme s'il fallait polir le verre à force de passer un torchon propre dessus, comme pour désintégrer la matière. Et elle aussi, elle essuyait avec son éponge. Encore l'éponge violacée de chocolat, avec son bol à moitié vide, la tartine qui flottait dedans. Elles essuyaient toutes les deux, avec conviction, force, comme pour effacer la parole qui continuait de sortir, vidant sa grand-mère et la remplissant elle. Elle n'avait jamais joui, elle ne savait pas ce que c'était. Elle avait loupé, disait-elle. Elle aurait tant aimé qu'on l'aime, jeune et belle comme elle était, la plus belle du bourg, disait-elle, avec emphase, en essuyant patiemment, consciencieusement ses lunettes à verre carré, comme celles que portaient les jeunes avec une ironie référencée, mais qu'elle portait, elle, au premier degré. Comme tout ce qu'elle avait toujours fait, d'ailleurs. Au premier degré. Sans rien mettre à distance. En prenant tout de pleine face. La vie, la mort, le manque de désir, de plaisir, d'enthousiasme. Elle aurait voulu répondre quelque chose, dire et que tout s'efface, qu'il fallait revenir en arrière, quelques minutes avant qu'elle ne se décide de s'asseoir à la table, de poser ses coudes sur la nappe cirée, d'entendre que sa grand-mère n'avait jamais joui, et la voir essuyer avec la conscience d'une ouvrière ses lunettes carrées. Je n'ai jamais joui, avait-elle dit. Elle avait osé le dire, avec ces mots qu'elle n'avait jamais dit de sa bouche peinte en rouge avec soin, dextérité, le rouge qui disait qu'elle pouvait se payer du rouge.
de l'assumer, le porter fièrement dans le bourg pour aller faire ses courses. Le rouge qui disait sa beauté, mais enfermait la beauté, tenue dans le cachot du silence, muette, masquée. Elle en avait souffert du voile qu'on avait mis sur sa vie, sans lui demander, sans le lui montrer. Le voile l'avait recouverte d'un coup d'un seul et elle n'avait jamais joué. C'était un constat amer, acide, qui aurait trouvé n'importe quel boyau. Jamais joui. Jamais. Elle répétait jamais 3 fois pour marquer le coup, fixant ses lunettes carrées qui tournoyaient entre ses mains au rythme du torchon très propre qui les essuyait. La cuisine respirait cette odeur intense de produits Javel. Elle aimait et la détestait. Là, sa grand-mère, elle aurait juste voulu qu'elle se taise. Le silence était doux finalement, comme une caresse d'irréalité qui absorbait et berçait. C'était peut-être ces mots ou la défaite de l'humanité, une annihilation pure, simple, le retour à la porte, à la table, aux chaises, le retour à l'objet, être une théière, un rouge à lèvres, un fauteuil, un sol carrelé, un mur. C'était peut-être ça, ou ne plus être. Les mots ont dit, pour que l'être persiste, qu'il existe encore un peu, pas longtemps peut-être, mais qu'il lutte pour exister en tant qu'être, pour sortir de l'objet, de la théière, du mur, de la table, de l'éponge, de la javel. Les mots avaient dévalé la pente de la bouche, glissé sur la langue pour dire une vérité. Sa vérité à elle, pas celle des autres, non, la sienne. Et pourquoi ne serait-elle pas importante, sa vérité ? Pourquoi faudrait-il l'oublier, la terre, l'ensevelir sous de la chaux, la couler dans le béton, la passer à l'eau de javel, et frotter jusque ce que la surface soit si lisse qu'on ne sache même plus qu'une trace avait existé là, il fut un temps. Elle avait dit pour casser ça, la grand-mère, pour que la trace réapparaisse, pour qu'on constate le dégât, la brisure, la fêlure. Pas pour se plaindre, non, pour être, pour dire quelle était, elle aussi, quelle était sa vérité, quel était son être. Et elle, devant son chocolat chaud et ses tartines beurrées, elle entendait cette vérité de l'être, la prendre à la gorge et la secouer, répandre à terre les 1000 perles que constituaient son cœur, son dos, où elle s'était brisée en éclats. Elle sentait son corps se dilater, transparaître et se répandre. Elle sentait le bourdonnement dans ses oreilles, les mots lui crachaient au visage, la salive de sang coulait le long de ses joues et son âme passait par la fenêtre. Elle avait eu le temps de se demander où elle se trouvait à ce moment-là, puisqu'elle ne sentait plus son corps, mais déjà ailleurs, comme dissociée de sa parcelle, de son tronc, de sa bouteille. Liquide coulant, à plein régime, et filant par le dessous de la porte de la cuisine, où un courant d'air passait, était comme hiver. Elle avait eu le temps de se sentir 2 ou 3, 4, et puis rien. Comme une théière, une porte, un mur, une tasse, une soucoupe. Elle avait eu le temps de se souvenir qu'il n'y avait pas de quoi se plaindre tant qu'on n'était pas morte, n'est-ce pas ? Qu'on était bien vivant. Là, avec le corps d'un seul tenant, et
même pas de cicatrices, et qu'on allait très bien finalement. Alors, quel était le drame? Elle n'avait pas eu le temps de regretter que le liquide avait déjà filé sous la porte. Là où passait le courant d'air frais, si froid, même qu'il fallait mettre 2-3 pulls en hiver, de la laine véritable, pure laine, comme disait sa grand-mère, pour se prémunir d'une angine ou pire, d'une grippe. Elle avait eu le temps de regarder, les yeux impassibles derrière les lunettes carrées, et de se demander si le liquide de sa grand-mère avait lui aussi filé, il y a longtemps sous la porte, s'il n'y avait plus qu'une carapace en face d'elle, inhabitée, insaisissable, fermée à jamais. Il fallait qu'il sorte les mots pour cesser d'être une armoire.